Salut les petits loups. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de ce qui se passe, de ce qui se passe chez les Kurdes. Alors vous allez me dire, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Les Turcs, c'est des enfoirés, ils sont en train de tuer les Kurdes, il n'y en a pas assez comme ça, c'est vraiment des salopards, c'est Turcs, c'est islamistes de Turcs. Ouais, alors ça, on parle comme ça, on réagit comme ça, j'ai envie de dire, on réfléchit comme ça, c'est-à-dire on réfléchit très peu comme ça quand on écoute BFM TV. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer brièvement parce que je ne suis pas hyper non plus calé sur la question, mais j'en ai parlé un petit peu avec Stéphane Blais, qui habite là-bas, et globalement, je suis tombé sur des articles en cherchant un petit peu, parce que quand on veut s'intéresser aux choses et quand on veut faire des déclarations de ce type, c'est bien de se renseigner chouïa avant. Alors, qui sont les Kurdes qui servent sur le front nord de la Syrie? Les fameux Peshmerga, non pas les Peshmerga, comme on a trop souvent l'habitude de le dire. Les Peshmerga, vous savez, qui font partie du KRG, PKK, tout ça, c'est des amis de BHL, des amis de Laurent Fabius. Alors, c'est pas ceux qui faisaient du bon boulot, mais ceux qui auraient pu être, effectivement, dénommés ainsi, voilà, ils font du bon boulot, donc ils travaillent pour Israël, hein, ils tapinent pour Israël. D'ailleurs, Netanyahou vient de déclarer, je ne l'ai pas noté, mais je peux vous le dire parce que c'est sur le site d'information. Netanyahou a dit on va leur apporter on va leur apporter de l'aide humanitaire. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, parce que quand Netanyahou dit qu'il apporte de l'aide humanitaire à quelqu'un, Netanyahou faire de l'humanitaire, il n'en fait pas beaucoup en Palestine. Vous voyez ce que je veux dire? Non, s'il en fait de l'autre côté de la Syrie, c'est parce qu'ils ont sacrément tapiné pour eux, vous voyez, les Kurdes là-bas derrière. Alors, vous allez me dire, bon, bah d'accord, ok, très bien, alors ils ont servi Israël, ils ont servi les États-Unis. Bah oui, ils ont été armés, protégés par les États-Unis, etc. Bon. D'ailleurs, il y a encore des troupes américaines là-bas, à côté d'eux. Hein. Et donc, ils sont en observation, et Trump a dit, non, ça va finalement, ils ont pas, ça va. Erdogan, ça va, il n'a pas débordé, il n'a pas été trop loin. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais on suppose que, voilà, ils ont dégagé les Kurdes. Bon, je suppose que c'est en cours. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi la Turquie s'en prend encore aux Kurdes? Attendez, il y a Kurdes et Kurdes. Il y a les Kurdes qui tapinent pour Israël, et il y a les Kurdes qui sont pro-Erdogan, qui sont pro-turcs d'ailleurs, il faut le dire, et qui vivent en très très bonne intelligence et en symbiose avec les Turcs en Turquie. Hein. Ils sont pas mal vus, ils ont des commerces, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ceux qui sont pro-Israël, il faut comprendre un truc, c'est que la Turquie est l'ennemi pratiquement numéro 1 d'Israël, il faut comprendre ça quand même. Hein. Alors, évidemment, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la Turquie essaye de dézinguer les Kurdes qui bossent pour Israël. Il faut bien comprendre ça. Alors, je vais vous expliquer ce qu'ont fait le KRG, c'est-à-dire ces fameux Kurdes là qui sont sur le front nord de la Syrie. C'est pas les Kurdes qui vivent en Turquie et qui se sentent bien en Turquie. Hein. Bien comprendre que ce sont des Kurdes qui sont pro-israéliens, il faut le dire, voilà, qui sont américanistes, et qui sont atlantistes et qui veulent un nouvel ordre mondial, qui travaillent pour le nouvel ordre mondial. Comprenez ça. Hein. Alors je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Après, vous allez juger par vous-même. C'est pas à moi de juger. Voilà. Donc je tombe sur un très bon article qui m'a éclairé tout de suite et qui date d'aujourd'hui, du 12 octobre. On est le 12. Sur le site d'information qui s'appelle l'échelle de Jacob. Voilà, c'est l'échelle de Jacob.blogspot.com. Vous pouvez y aller. Donc, je vais vous le lire. Quand les milices kurdes chères à BHL abandonnaient les chrétiens assyriens à Daesh. Ah oui, parce que dans le nord de la Syrie, figurez-vous, il y a les yézidis, c'est une religion à part. Les yézidis, ils suivent le culte de Mitra, bon. Mais il y avait aussi les Assyriens, qui sont des chrétiens d'Orient, hein, une partie des chrétiens d'Orient. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que quand les Kurdes sont arrivés là, ces fameux Kurdes qui tapinent pour Israël, ils ont empêché les Assyriens de se défendre eux-mêmes contre Daesh. Hein, ils sont arrivés dans les villages, les forces militaires kurdes sont arrivées, les Peshmerga dont je vous parlais, et donc les amis de BHL, hein, ils ont ordonné aux habitants des plaines de déposer leurs armes. Hein, et donc ils ont visité maison par maison et ils ont saisi toutes les armes des Assyriens, donc des chrétiens d'Orient, détenus par les Assyriens et les Yézidis, hein, et les autres minorités qu'il y a aussi, parce qu'il y a plusieurs ethnies là-bas. Bon.
les forces kurdes, qu'on appelle les KRG, et PKK, ont alors proclamé être dorénavant les responsables de la sécurité de la région. Ils ont dit, on a pris toutes vos armes, c'est nous qui allons assurer la sécurité de la mer. Ok. Bon. Et le problème, c'est que ceux qui ne voulaient pas donner leurs armes, ils se faisaient buter par les Kurdes en question. Voilà, okay. Bon, 2 semaines plus tard, Daesh a débarqué dans la région, ils ont lancé une grande offensive, et les Peshmerga, là, les Kurdes, là, le PKK, KRG, là, ils se sont tirés, sans prévenir. Ils ont abandonné les villages, les gens, sans leurs armes, c'est-à-dire qu'ils avaient confisqué les armes. Donc les Assyriens, donc les chrétiens d'Orient, les autres minorités, ils se sont retrouvés, à poil face à Daesh. Et voilà comment on se retrouve avec des gosses, des enfants, des femmes qui ont été égorgés, qui ont été décapités. On a vu des images affreuses. Si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à faire une recherche. Et vous avez dans les villages 200 000 Assyriens qui ont fui de leur maison et qui ne sont toujours pas revenus à l'heure où je vous parle. Voilà. Et donc, les vrais vainqueurs de Daesh, c'est pas les milices kurdes qui ont tapiné et qui ont fait les fourbes, mais c'est bien l'armée de Bachar el-Assad, que vous le vouliez ou non, avec l'aide des Russes, des Libanais et des Iraniens. C'est eux qui ont libéré ces villages-là de Daesh. Voilà. Et entre parenthèses, ces Kurdes-là en question qui ont fui et qui sont responsables de cette situation, qui ont lâchement abandonné les villages assyriens et yézidis aux mains de Daesh, sont aujourd'hui encore protégés par les Américains. C'est vous qui voyez après derrière. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous considérez que ces Kurdes-là sont des crevures finies ou qu'ils ont choisi un camp? Ils ont le droit d'avoir choisi un camp, mais ils ont quand même abandonné des villages à des meurtriers, des barbares, des sanguinaires, des villages d'enfants, de femmes, de familles. Si je vous montre les images aujourd'hui, et je ne pourrais pas, vous savez très bien que je serai censuré par YouTube, mais si vous recherchez les images de ce qui s'est passé dans ces villages et comment les femmes, les enfants ont été décapités, des petites têtes blondes, on est d'accord, et pas seulement, des brunes, des blondes, vous allez me dire c'est vraiment des enculés ces Kurdes. J'espère que les Turcs vont les dézinguer jusqu'au dernier. Voilà ce que vous me direz. Et vous écouterez plus BFM TV, parce que BFM TV, pour ceux qui ne le savent pas, tapine aussi pour Israël. Puisque c'est comme ça, si vous n'avez pas pigé encore, eh bien écoutez, c'est vous qui voyez. Donc, les Kurdes ont choisi, ces Kurdes-là ont choisi leur clan, leur camp, maintenant il va falloir assumer, parce que ce camp-là a perdu. Maintenant, il y a Kurdes et Kurdes, comme je vous l'ai expliqué, et les Kurdes qui vivent en Turquie, eux, sont pro-Erdogan. Il y a des Kurdes pro-Erdogan qui vivent très bien en Turquie, il n'y a pas de problème. Sachez que la Turquie est un pays divisé en 2 clans, aussi bien chez les Turcs que chez les Kurdes. Il y a un clan qui est, qu'on appelle kémaliste, c'est-à-dire qui sont pour Atatürk, Mustafa Kemal, le fameux Atatürk, qui a apporté la laïcité, etc. Et puis il y a les pro-Erdogan, c'est-à-dire qui sont plus dans l'islam, mais c'est pas pour autant des islamistes. Mais il faut savoir que Mustafa Kemal, était juif, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc il y a les kémalistes, Mustafa Kemal, kémalistes, atatürkiens si vous préférez, qui sont plutôt pro-Israël, qui sont pour ça. Et il y a l'autre partie des Turcs qui est pro-Erdogan, et qui est plutôt musulmane, pro-musulmane, pro-islam, etc. Donc la Turquie est un peu divisée en 2, bien entendu il y a une communauté sioniste qui est puissante en Turquie aussi, il ne faut pas les sous-estimer, et donc voilà, il faut comprendre ça, si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne la Turquie. Erdogan ne fait pas l'unanimité en Turquie non plus, même s'il fait la majorité quand même, et il fait du très 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 bon travail dans son pays, au niveau, allez-y, vous allez voir, je veux dire, allez à Istanbul, allez à Ankara, vous allez comprendre. Vous allez voir comment ce pays est structuré. Je ne vais pas refaire de la publicité pour la Turquie, mais on va finir par me soupçonner de travailler pour une office de voyage. Mais allez voir. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'islamisme dans les rues. Ceux qui vous disent que ça y est, ça a tourné islamisme parce que Erdogan est musulman et il n'est pas kémaliste, ben non, moi j'ai pas vu ça de mes yeux. J'ai pas vu ça du tout. Je tiens à le dire. Donc la Turquie se défend légitimement contre une entité kurde qui lui est hostile, une partie des Kurdes qui lui est hostile, et elle a le droit, dans la mesure où, évidemment, ces Kurdes-là sont sur la frontière turco-syrienne, et que donc, ils sont une menace, et apparemment, ils empêchent aussi la remigration des 4 millions de Syriens
que Erdogan voudrait rémigrer en Syrie, les aider à... Vous savez, ils leur ont construit ils leur ont construit des stades de foot, des écoles, et ils ont fait un travail considérable, les Turcs. Et je vous assure, ce sont des gens qui travaillent de manière très méticuleuse et qui sont très ordonnés, très propres. Contrairement à l'image que vous avez d'eux à travers le film Midnight Express, ou ces films qui ont été de la propagande, il faut le dire, hein, voilà, qui a été orienté contre la Turquie, hein, encore il faut le savoir, par qui, à vous de vous renseigner. Hein. Donc, ils ont fait un travail très beau, très propre pour les 4 millions de Syriens qui sont réfugiés en ce moment en Turquie. Erdogan veut les rémigrer en Syrie, dans leur village, et c'est ces Kurdes-là qui les empêchent de revenir. Vous comprenez bien? Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, géopolitiquement, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez dire évidemment, ah, Erdogan, c'est enculé l'islamiste, il va encore tuer les Kurdes, il va faire un génocide, encore comme avec les Arméniens. Voilà ce que vous allez dire. Voilà. Il faut s'intéresser au... Si vous ne vous intéressez pas au dossier... Alors, dans le même site d'information d'échelle de Jacob, vous avez une liste non exhaustive du nombre d'incendies industriels qu'il y a eu en France depuis mars 2019. Allez-y, parce que ça vaut le détour quand même. Donc, il y en a encore un aujourd'hui, hein, je crois. Donc, moi, même plus j'en parle. Si vous trouvez que c'est normal que d'un coup, les sites industriels prennent feu, c'est vous qui voyez. Bien entendu, on nous avertit que Daesh va frapper de grande ampleur sur le territoire français bientôt. Donc, sachez-le, aux alentours de novembre-décembre, soyez prêts. Hein. Soyez vigilants. Voilà. Soyez très vigilants. Alors, je voudrais parler d'un autre dossier juste par rapport à ce qui s'est passé donc la préfecture, à la préfecture, au meurtre, à la radicalisation de plusieurs cas, de plusieurs dizaines de policiers français, de militaires français, cette radicalisation. Alors quand quelqu'un devient radicalisé, comme on dit, c'est quelqu'un qui, en fait, n'a plus de nationalité en réalité. Un mec qui est j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais un islamiste qui est dit radicalisé a perdu toute notion de nation. C'est pas quelqu'un qui appartient à une nation. C'est quelqu'un qui appartient à une idéologie religieuse. Cette idéologie religieuse est hors frontière. Il n'est ni français, ni irakien, ni iranien, ni afghan, ni arabe, ni machin. Il travaille pour une idéologie religieuse, qui est fanatique, hein, il faut le dire, et à partir du moment où ce mec-là est radicalisé, il n'a logiquement plus rien à faire dans une institution d'État. Ah non, puisqu'il travaille dans sa tête, il est ailleurs, il est dans une autre sphère. Ce que je ne juge pas, je dénonce les faits. Quelqu'un qui est radicalisé, est-ce qu'il a sa place dans l'armée? Est-ce qu'il a sa place dans la police, dans les services de renseignement? Est-ce qu'il a sa place dans les bagages dans les aéroports? Est-ce qu'il a sa place pour conduire les bus d'enfants à l'école? Moi, c'est une question que je pose. Il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il vive. Ouais, ok. Mais si c'est radicalisé et que son but, c'est la victoire de l'islam dans le monde, il n'a pas tellement sa place en France, qui est un pays laïque, et où on n'a pas besoin de voir ce genre de choses. Voilà. Enfin bref, c'est vous qui voyez. Donc, il y a eu un sondage qui a démontré que pour les Français, Macron ne sécurisait pas et ne rassurait pas du tout les Français sur le plan sécuritaire. Eh oui, bien sûr, il n'est pas là pour ça. Il est là pour renflouer les riches. Il n'est pas là pour vous sécuriser, il en a rien à foutre. Deuxièmement, et c'est fait exprès s'il ne vous sécurise pas, ça aussi, c'est voulu. Pourquoi? Son but à lui, c'est de foutre le chaos, planter le bordel, de mettre le feu. Tiens, c'est bizarre ça, vous allez me dire. Tiens, Jim, c'est bizarre, il y a tout qui flambe, c'est vrai, les cathédrales, les églises, et puis maintenant les usines. Est-ce qu'il ne serait pas en train de foutre le feu à la France, lui? Pas du tout. Avec son appel à combattre l'hydre islamiste, la nation entière contre l'hydre islamiste, c'est pas un appel à foutre le feu, ça? Non, pas du tout. Il est là pour planter le décor, je vais vous expliquer. Son but à lui, c'est le chaos. Je fous le feu, je fous le bordel, je dresse les communautés les unes contre les autres, je essaye de déclencher une guerre civile. Les gilets jaunes, je leur tape sur la gueule parce que j'aimerais que ça parte en couille, j'aimerais que ça parte en révolution. C'est son rôle. Il est là pour ça. Alors vous n'avez pas compris, vous cherchez un président qui vous sécurise, c'est pas avec lui qu'il faut chercher, il fera tout le contraire. Voilà. Par contre, son but est de préparer le terrain pour celui ou celle qui arrive derrière lui. Et là, ça va être quelqu'un qui va vous passer de la sécurité à outrance. Et là, vous allez dire, ah, enfin, la sécurité à outrance.
Oui, sauf que la sécurité à outrance qui arrive derrière, c'est la dictature, les mecs. Voilà. Parce que quand on a planté un bordel pareil dans un pays, sur un territoire, euh, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, on passe le balai, on remet de l'ordre, et puis surtout, on met des garde-fous. Ça veut dire interdiction de replanter le bordel. Donc ça va être la dictature. Il y a eu un tel, comment on dit, ça a été tellement un tel laxisme sécuritaire dans les zones de non-droit, les banlieues, les machins, avec les racailles, les milieux, et maintenant avec l'islamisation, la radicalisation, même carrément au sein même de la police, de l'armée, il y a eu un tel laxisme au niveau sécuritaire en France, mais vous vous rendez pas compte, mais allez dans un autre pays, putain, mais allez en Turquie, voilà, encore une fois, je vous dis renvoi, venez au Maroc, vous allez voir ce que c'est qu'un pays qui se sécurise de manière normale. Vous passez pas, vous rentrez pas dans un hôtel en Turquie si vous n'avez pas votre sac à main passe dans la machine à détection de métaux, vous passez dans un portique de détection de métaux, vous êtes fouillé normalement. Dans les aéroports au Maroc, vous rentrez pas dans un aéroport si vous n'avez pas une carte d'embarquement. Enfin, si vous n'avez pas déjà le passeport, déjà vous rentrez pas dans l'aéroport. Vous ne rentrez pas. Dans l'aéroport, vous n'y rentrez pas. Vous restez dehors, dans la rue. Vous ne rentrez dans l'aéroport de Marrakech que si vous avez votre passeport, vous passez par le détecteur de métaux, la fouille, déjà. D'accord? En France, vous rentrez dans un aéroport, mais comme dans un moulin, malgré tout ce qui s'y est passé. Donc c'est voulu. Allez en Turquie, vous allez comprendre ce que c'est que la sécurité. C'est voulu, ce laxisme qu'il y a sur le plan sécurité en France, c'est voulu. Avec ce qui s'est passé au Bataclan, il devrait y avoir des portiques, des trucs anti-métaux dans toutes les salles de spectacle françaises, avec bien entendu de la police, de l'armée, avec des mitraillettes, avec des chiens, avec des chiens qui reniflent les explosifs, etc. On devrait avoir ces mesures sécuritaires depuis 2015. Mais je rigole pas là. Bon, or là, c'est voulu tout ce bordel, c'est voulu tout ce laxisme, c'est voulu qu'on laisse grimper l'insécurité dans ce pays pour qu'un jour les gens disent oh, mettez-nous de la sécurité, putain. Et le mec, là, on va dire on va voter pour quelqu'un qui nous propose un programme hyper sécuritaire. Vous savez, comme les seigneurs Sith Palpatine s'est fait élire dans la guerre des étoiles, et alors que c'était le seigneur Sith. Comprenez bien pourquoi George Lucas a 10 ans, 15 ans d'avance sur le reste. Parce que c'est ce qu'il a voulu nous montrer à travers la guerre des étoiles. Bon. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va proposer un programme ultra sécuritaire en disant voilà, moi maintenant, je mets des portiques, je mets des militaires, je mets de l'armée, je mets de la police. Dans les zones de non-droit, je fais ci, je fais ça, je passe le balai, je nettoie les sous-sols, les kalachnikovs, les machins, tout ça, je saisis tout ça. L'insécurité à l'école, je mets des gardes, je mets la police, je mets l'armée à l'école. Non, pas partout, bien sûr. Mais le jour où quelqu'un va vous proposer ça, vous allez voter pour lui. Voilà. Et voilà pourquoi Macron est là. Il prépare le terrain à la future dictature qui arrive en France. Voilà mon ressenti. Et voilà mon analyse. Et voilà aussi ce que je vous disais, maintenant je vais changer de sujet, ce que je vous disais sur l'Iran, j'ai toujours dit, et vous pouvez réécouter sur ma chaîne précédente, Le Veilleur non silencieux, chaîne qui a été totalement démonétisée. Toutes les vidéos, les 500 vidéos que j'y ai faites ont été démonétisées les unes derrière les autres. Toutes. Allez-y, allez voir, vous allez retrouver dans les lives et dans de nombreuses vidéos, j'ai dit que le système, c'est-à-dire Europe, États-Unis, Israël, c'est ce que j'appelle le système, je vous l'ai dit, n'attaqueront pas frontalement l'Iran. Ils vont envoyer le petit frère, le petit capot, le petit serviteur. Et le petit serviteur du système, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, ils vont envoyer des musulmans faire la guerre à des musulmans. Sauf que, bien entendu, l'Arabie Saoudite, c'est un faux islam. C'est du wahhabisme, ce n'est pas de l'islam, c'est la 13e famille d'Israël. La 12e, je ne sais plus. Et c'est en réalité c'est un islam infiltré, voilà, comme Daesh. Daesh est une création israélienne. El-Baghdadi est un Israélien, pour ceux qui n'ont pas compris. Bon, voilà, bon, bref. Et donc, ils vont envoyer des faux musulmans faire la guerre à des musulmans. Pour pas que les autres pays musulmans autour s'embrasent et s'énervent. Voilà, donc on va envoyer l'Arabie Saoudite faire la guerre à l'Iran, et c'est ce qui va se passer. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça.
Bah, d'abord parce que 2 explosions aujourd'hui ont touché un tanker iranien naviguant en mer Rouge, donc c'était hier. Ils sont en train maintenant d'attaquer les tankers iraniens pour que les Iraniens ripostent sur les tankers saoudiens. Ça va faire grimper le prix du pétrole, ça va aussi accélérer la crise. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, Washington, Trump vient de dire, Riyad, comprenez l'Arabie Saoudite, payera Washington, bien sûr, pour sa défense face à l'Iran. Vous avez compris? Ça veut dire que donc, Trump anticipe qu'il va donc y avoir une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisqu'il dit wesh, ils vont nous payer pour leur défense. Donc ça veut dire qu'il prépare bien de les payer, il prépare bien de défendre l'Arabie Saoudite et donc de se faire payer en retour. D'accord? Donc déjà, il y a un pays qui va se retrouver à poil, c'est l'Arabie Saoudite. Eux, ils ont vécu la grandeur grâce au pétrole, ils vont vivre la décadence la plus totale. Bon. Mais ça, c'est un détail. Et donc vous voyez bien que les États-Unis, que l'État profond, prépare bien cette guerre contre l'Iran depuis longtemps et qu'elle va la faire par le capot de service, l'Arabie Saoudite, qui en plus devra payer avec son pétrole les États-Unis qui vont dire oh ben non, on va venir vous défendre. Et puis Israël qui dira ah ben on va vous défendre. Puis la France va dire ah ben on va défendre. Avec tous les intérêts qu'on a avec l'Arabie Saoudite, puis on a intérêt à défendre. La France, tout ça, tous ces pays-là vont défendre l'Arabie Saoudite et puis finalement ils vont faire la guerre à l'Iran en se planquant derrière l'Arabie Saoudite. C'est beau, hein? Comme à l'époque, on avait fait la même chose en se planquant derrière l'Irak, figurez-vous. Eh oui, la guerre Irak-Iran qui a duré 11 ans, hein, dans les années fin 70-80, si ma mémoire est bonne, cette guerre Irak-Iran, Irak-Iran, c'était la guerre des Iraniens armés par les Russes contre les Irakiens armés par États-Unis, Europe. Mais qui a voulu cette guerre? Qui a fait faire le sale boulot d'attaquer l'Iran par l'Irak? Américains, toujours, qui travaillent pour Israël, toujours. Donc on est en train de revivre une réédite de la guerre Irak-Iran, mais on ne fera plus faire le sale boulot par l'Irak, mais par l'Arabie Saoudite. Toujours par les mêmes derrière qui se planquent. Allez-y les Arabes, tuez-vous entre vous. Voilà, c'est ça le truc. Hein, sauf que bien sûr, vous allez me dire, mais les Iraniens, c'est pas les Arabes, c'est des Perses. Oui, merci, je sais. Alors voilà ce qui va se passer. Donc c'est ce que je dis depuis des années. Hein. Depuis des années, vous pouvez le vérifier, je l'ai dit, c'est l'Arabie Saoudite qui attaquera l'Iran. Voilà. Et bien entendu, l'Arabie Saoudite protégée, armée, surarmée par l'État profond derrière, Israël, États-Unis, je toujours pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, vous avez vu, j'ai réussi à faire une vidéo sans parler de la France. J'ai réussi. Donc je vais arrêter là. Pour terminer cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore acheté de Zincoin et qui veulent en acheter le 17 novembre prochain, puisqu'il n'y a qu'à cette date-là que vous pourrez acheter du Zincoin, le 17 novembre prochain, sur les plateformes d'achat. Vous m'écrivez à Jim Le Veilleur, en un mot, jimleveilleur@gmail.com. Vous écrivez uniquement 17 novembre dans l'objet de votre mail. Ne m'écrivez pas bonjour Jim, j'apprécie ce que tu fais, j'aime ta famille, j'aime ta femme, j'aime tes gosses. C'est gentil quand vous m'écrivez des mots, des compliments. Je les lis, je vous assure, je les lis. Je lis tout, je vous remercie, je ne réponds pas parce que je viens d'envoyer 712 mails exactement aujourd'hui. Là, je viens d'y passer 2h30. Donc, vous m'envoyez uniquement un mail avec en objet 17 novembre. C'est tout. Voilà. Et je vous réexpédie immédiatement dans l'équipe Zincoin qui va traiter, en fait, qui va vous mettre, vous l'avez compris, dans l'équipe, en fait, de ceux qui vont être informés de la manière d'investir le 17 novembre, par quel biais, par quel moyen, comment faire, comment préparer déjà votre wallet. Hein. Vous pouvez aussi déjà regarder mon tuto sur la chaîne Jim Le Réveilleur, cette chaîne-là. Il y a un tuto de création de wallet, allez voir, créez votre wallet déjà, et soyez prêts, vous allez donc avoir des informations sur la manière d'investir, comment faire, sur les plateformes d'achat, qui sont les plateformes d'achat officielles du 17 novembre, à partir du 17 novembre, d'accord? Donc, vous allez voir là, vous m'écrivez uniquement à Jim Le Veilleur tout attaché. jimleveilleur@gmail.com jimleveilleur@gmail.com. Vous m'écrivez uniquement le 17 novembre. C'est tout. Merci à vous. Bien, écoutez, je crois que les choses avancent. Il ne me reste plus qu'un peu plus d'un mois avant la mise sur les marchés. Alors c'est un petit peu stressant, bien sûr, évidemment.
Et puis, on en reparlera. Vous serez mis au courant de tout ça. Et on se revoit très très bientôt de toute façon, dimanche soir pour le live. Merci à vous. À demain. Ciao.